bienvenue dans les Oui, c'est possible, où je vais à la rencontre de personnes connues, inconnues, des êtres humains qui ont osé être eux-mêmes, qui transforment ce que leur propose la vie en cadeau pour eux-mêmes. Alchimie, magie au rendez-vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Céline Boiteux, accompagnatrice de l'être, femme de soins, coach spécialisée en neurosciences, et je vous guide vers la santé de votre vie, vous rendre plus heureux par amour de vous-même, oser être et ne plus paraître. Aujourd'hui, alors j'ai beaucoup d'émotions, je vous l'avoue, j'accueille la merveilleuse Virginie Delalande. Je rencontre Virginie devant ma télé, comme tout le monde, même pas, devant les réseaux, où elle me donne des larmes de gratitude et d'émotions intenses. Virginie est malentendante de naissance. Ses parents refusent la fatalité. Depuis sa plus tendre enfance, elle fait des heures d'orthophonie, apprend la langue des signes, lit sur les lèvres. Jeune, c'est une super bonne élève. Et après son bac scientifique, elle s'inscrit en droit dans une université de Paris. Elle rencontre plein d'embûches, dont une, aucun professeur n'accepte de lui passer les cours écrits. Mais c'est pas grave, elle est déterminée, méga courageuse. Elle se débrouille toute seule. Elle est diplômée et devient avocate. Elle s'oriente vers la voie du conseil et devient juriste. En 2017, elle rencontre une réalisatrice, Laetitia Moreau, qui fait un film, un documentaire sur sa vie. Et puis, elle est finaliste au Grand Oral sur France 2. C'est là, moi, que je l'ai découverte. 2019, elle se met à son compte et en tant que coach, elle accompagne les personnes à tomber les plafonds de verre et oser et créer Handicap Power. Son livre est une pépite. Je vous le présente. Abandonnez jamais, ça tombe bien. Et ce livre et cette belle âme nous montrent que oui, c'est possible et nous allons la découvrir dès maintenant. Bonjour Virginie, tu vas bien? Très bien, et toi, Céline? Merci, merci d'être là, merci de nous inspirer. Alors, on va aller focus. C'est quoi ton oui, c'est possible? Parce que toi, je pense que tu as eu des successions de oui, c'est possible depuis que tu es née. Alors, raconte-nous-les et comment tu les as alchimisés. En quelques mots. Quelques mots. Depuis ta plus Oui, tendre c'est enfance, possible. quand tu rentres dans le monde, à l'école, par exemple, ou à la crèche, je ne sais pas si tu es allée à la crèche quand tu étais petite, tu es malade, Non, tu es je malade, me fais garder par une nourrice. oui, ben, déjà, il fallait communiquer. Oui. Comment tu as mis ton handicap à ton... Alors, la communication, c'est peut-être, je pense à la fois par de l'oral et par des mimes. Puisque mes parents ne connaissaient pas la langue des signes. D'accord. Et personnellement, je n'ai pas le souvenir d'avoir eu de problème de communication. Donc, on arrivait à se reprendre, je ne sais pas vraiment comment. Et, J'imagine, par des mimes, et puis un peu de râle, avec des mots très simples. et du coup, moi, j'ai lu un petit peu sur ta vie et tu dis qu'à l'école primaire, ça se passait méga bien, en fait. Oui, alors ça se passait vraiment bien dans le sens où tout le monde me connaissait depuis toujours et tout le monde avait parfaitement intégré ma surdité. Donc, tout le monde faisait les efforts qu'il fallait et je n'avais pas le sentiment d'être différent des autres. Et du coup, tu dis bien que tu as fait des milliers d'heures d'orthophonie, que tu en avais ras-le-bol par moment, que c'était compliqué. Comment tu as fait pour tenir le choc, là, ce moment-là? Parce que tu étais jeune quand même, tu n'étais pas une adulte, tu étais jeune. Comment tu as fait pour tenir le choc? Qu'est-ce que c'est qui t'a fait tenir? Donc, les premières années, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, ce sont mes parents qui m'ont amené en orthophonie et ça faisait partie de mon emploi du temps. Donc, je n'y voyais aucun inconvénient, j'y allais comme si rien allait au sport ou à une activité de loisir. Et au fil des années, effectivement, j'ai commencé à en avoir ras-le-bol puisque je ne voyais pas vraiment le résultat.
beaucoup de gens me disaient je ne comprends pas que tu parles. D'accord. Donc, à ce moment-là, je me suis interrogée sur la pertinence de continuer. Et ce qui m'a motivée, c'est que ceux qui me connaissaient bien me disaient tu progresses. Mais il y a une évolution. Et la deuxième raison, c'est que j'avais envie d'avoir un amoureux. Donc, je me disais, si je parle mal, ça va être un petit peu compliqué. Donc, voilà, on va y mettre le paquet. La troisième raison, c'est que j'aime les gens. J'adorais discuter avec eux, les connaître et tout ça. Et je voyais bien que la langue était une barrière. Donc, j'ai essayé en fait de faire tomber cette barrière pour ces trois raisons. Et donc, tu étais en orthophonie, tu avais des fois des moments où c'était pas facile, que tu sentais qu'on ne te comprenait pas, tu grandis, on arrive au lycée, où c'est l'âge des amoureux, et où c'est l'âge des copains, des copines, des sorties, etc. À ce moment-là, où on se cherche aussi, on a envie de prendre sa place et d'être vraiment soi-même. Et comment tu as fait à ce moment-là, à cet âge-là, où l'adolescence quand même est quand même quelque chose de compliqué? Toi, tu avais des difficultés de la communication. Tu étais en cours. D'ailleurs, en cours, est-ce qu'on te donnait les cours? Comment ça se passait à ce moment-là? Parce qu'on est une génération où il n'y avait pas tous ces PAI, il n'y avait pas tout ça à l'époque, hein, les projets d'accueil individualisé. J'en parle parce que j'ai été infirmière scolaire et que j'en ai eu fait. Il n'y avait pas tout ça. Comment ça se passait? Comment ça se passait au niveau scolaire là, à ce moment-là? Alors, d'un point de vue scolaire, hors cours, je m'asseyais à côté de camarades qui me laissaient copier sur eux. Et quand vraiment je ne comprenais pas, parce que ça arrivait assez régulièrement, j'allais voir le professeur à la fin du cours, je lui demandais un créneau de 20 minutes dans la journée, parce qu'il ne pouvait pas, parce qu'il était parfois autre de cours. Il me prenait un quart d'heure, 20 minutes entre midi et deux, à la fin de journée, pour m'expliquer le point que je n'avais pas compris. Après, j'avais un petit peu de fierté personnelle et je ne supportais pas avoir l'impression d'être à bout. Donc, j'ai dû faire ça mais peut-être sur 3 heures, 3 fois, une fois par an, voilà. Et puis, je me suis beaucoup débrouillée par moi-même. J'ai eu des cours en particulier dans les matières où j'étais un petit peu en difficulté, à savoir la mathématique et la Oui, physique, comme beaucoup. Et tu donc, le dis, tu le dis. je faisais des questions à ce moment-là à mon professeur en particulier. J'étais un étudiant et ça m'a bien aidé. Après, d'un point de vue relationnel avec les gens, j'ai eu beaucoup de mal à me faire des amis pendant toute la période du lycée parce que j'avais bon, mon handicap qui était à poids et j'avais surtout ma maman qui ne me laissait pas sortir. Donc, chaque fois qu'il y avait des fêtes, un petit verre ou une sortie au cinéma, tout le monde y allait sauf moi. Donc, c'est Oui. vrai qu'au bout d'un moment, je n'étais plus invitée, je n'étais plus dans l'équation. Et ça a été compliqué pour moi à gérer parce qu'il y avait un enfant sur handicap. Je voyais bien que je n'étais pas au même niveau de fun que les autres, puisque la musique n'avait aucun intérêt pour moi. Puis ceux qui étaient sortis au cinéma pour voir des films en français, je ne comprenais rien, donc je n'y allais pas. Pour ne plus m'étranger, il fallait qu'il soit en version originale, sous-titré. Oui. Du coup, tout le monde n'avait pas envie d'y aller. Donc, enfin, j'étais vraiment la fille qui posait tous les problèmes du monde au niveau social. J'avoue que ça n'a pas été la période la plus heureuse de ma vie. Et en même temps, j'avais cette chance de trouver un refuge dans la nature. Je D'accord. lisais énormément, dès qu'il y avait un moment. Et je m'abattais, en fait, dans mon imaginaire. Je voyageais, j'apprenais au travers de la vie des autres que ma vie pouvait être différente. Mais je ne savais pas comment. Et oui. Et du coup, là, cette vie qui était quand même un peu lourde pour toi au niveau du lycée, tu as ton bac scientifique. Je me bac.
hein, malgré les embûches, etc. Ouais. Et les coups de down aussi, où ça n'allait pas. Mhm. Et tu décides de faire du droit. Alors pourquoi du droit? Parce que là, au niveau du droit, si c'est un métier où il faut communiquer, je veux dire, il n'y a pas mieux. Pourquoi le droit? Alors, je n'étais pas à ma vocation initiale de mission, je rêvais d'être vétérinaire. Et ma maman, parmi toutes les qualités qu'elle pouvait avoir, avait cette qualité de ne pas vouloir que je fasse ce métier. Donc, il a fallu que je trouve une autre orientation. Et en fait, j'étais très émue par ce sentiment d'injustice. Et je me suis dit, l'avantage avec le droit, c'est qu'on ne pourra plus me dire des choses pour me manipuler. J'aurai toujours la référence légale sur ce qui est possible, pas possible, sur ce qui est normal, pas normal, etc. Et effectivement, pour moi, ça a vraiment été une vraie béquille, dans le sens où je me suis rendu compte, en faisant ces études de droit, que beaucoup de gens me baratinaient complet entre les médecins, qui me disaient c'est comme ça et pas autrement, les parents, pour faire passer des décisions, me disaient c'est comme ça et pas autrement, sauf que bah, ça pouvait être autrement. Et du coup, ça a été pour moi en fait un moyen de prendre un petit peu plus d'indépendance, prendre ma vie en main, en ne me laissant plus faire. Parce que jusqu'à présent, j'avais ce syndrome de la bonne élève. J'étais la petite fille modèle qui faisait exactement ce qu'on demandait de faire, qui ne rouait pas dans les brancards, alors un petit peu à la maison, mais à l'école, à l'université, mes premières années de vie professionnelle, j'étais exactement comme je pensais qu'il fallait être. Et je me suis rendu compte plus du temps que c'était une erreur monumentale. Et d'ailleurs, dans ton livre, moi, j'adorais, j'ai lu rapidement, tu dis que quand tu rentres à la fac, Oui, tu étais morte de trouille, tu avais très peur, parce que oui, tu te disais, ben, là, il faut y aller, mais comment je vais faire dans ce monde immense? La fac était immense, tu connaissais personne, tu avais voilà, tu parlais, communiquer, c'était pas encore inné chez toi, parce que pour moi, maintenant, c'est inné. Quand on te voit faire, c'est inné. Et tu y es allé quand même. Tu as dit là, mais oui, c'est possible, je vais faire mes études de droit, malgré que ben, les profs n'ont pas été très cool avec toi. non, pas trop, mais bon. Comment tu as fait pour te débrouiller? Moi, quand on te lit, si on se dit, la nana, des embûches, elle en avait, je crois, les unes derrière les autres. Ça sortait d'une, il y en avait une autre qui arrivait. Comment tu as fait pour avoir cette foi en toi et te dire, ben là, en l'occurrence, tu étais à la fac, ben, il va falloir que j'arrive au bout. Tout de même, j'arriverai au bout, coûte que coûte. Je pense qu'une partie de la réponse est dans l'habitude que j'avais à rencontrer des obstacles. Depuis ma naissance, j'ai toujours eu quelqu'un qui avait un problème avec moi, d'autres qui me disaient tu ne parleras jamais, tu n'apprendras jamais à lire ni à écrire, tu n'auras pas de bac, personne ne voudra se marier avec toi. Et comment peux-tu imaginer exercer la profession d'avocat? Voilà, tout ça, c'est un petit résumé de ce que j'ai pu entendre au cours de ma vie. Et à chaque fois, j'ai réussi. Donc, je coche toutes les cases. Je parle, je me suis mariée, j'ai eu deux enfants, j'ai divorcé, bref. Du coup, je me suis dit à un moment donné, mais en fait, les gens n'ont pas la science infuse. Les gens n'ont pas toujours raison. Et moi, à l'intérieur de moi, il y avait une petite voix qui me disait, mais Virginie, vas-y, tu le mérites, tu y crois, tu en es capable, tu vas bien intellectuellement, tu y arrives aussi bien que les autres. Alors, c'est plus difficile, c'est vrai, mais ce n'est pas impossible. Et en fait, je me suis rendu compte aussi que, à force de chercher des méthodes pour surmonter les obstacles, eh bien, je les passais les uns après les autres et que ce qui marchait pour tout le monde n'était pas forcément mon chemin. C'était à moi
de trouver les solutions qui me ressemblaient. Et une fois que j'ai repris ça, en fait, tout s'est déroulé tout seul, comme sur un tapis rouge. Ça a changé ma vie. Et en fait, tu es devenue t'es devenue créatrice de ta vie. Tu t'es dit, bah là, à un moment donné, je vais faire en fonction de moi C'est ça. et plus en fonction de ce qu'on me dit ou ce que j'entends ou qu'il faut rentrer. Moi, je dis toujours, on est dans une société où tu vas rire peut-être, mais où on nous demande de rentrer dans un moule pour ressembler à une quiche. Mais on n'est pas tous des quiches. Oui, une tarte. Ouais, mais ouais, C'est comme ça. Mais en voilà, fait, je crois que là-dessus, le handicap est vraiment une chance. Parce que quand on n'a pas de handicap, quand on n'a pas de différence, on n'a aucun intérêt à sortir du cadre. c'est ça. Tu as tout à En fait. fait, on a l'impression que si on sort du cadre, on va mourir, en fait, on va être rejeté par les autres, notre vie va mal se passer, etc. Quand on a un handicap, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire, même si on en a très envie. Donc, moi, mon rêve était de téléphoner, était d'avoir une voix normale, était, en fait, d'être exactement comme les autres. Sauf que je ne pouvais pas. Même si je voulais très fort, même si je priais, même si il y en a lourde, même si ça ne marchait pas. Donc, du coup, quand on part de ce principe-là, on se dit, bon, bah, OK, option 1, me suicide. Et comme ça, pas de l'histoire. Bon, qui a quand même été une option que j'ai choisie à un moment donné. Option 2, on fait autrement. Et c'est là où la magie opère. Mais qu'en fait, on se dit, bon, bah, on fait autrement, mais qu'est-ce que ça veut dire? Dans quelle mesure et jusqu'où je peux faire autrement? Et c'est là où on s'aperçoit qu'il n'y a pas de limite. On est libre, parfaitement libre. J'en ai des frissons. Bon, alors attends, j'en ai des frissons parce que vraiment, voilà, c'est énorme. Alors, du coup, tu réussis, champagne, tu es avocate, tu te diriges plus vers être juriste. Alors, OK, tu œuvres et tout d'un coup, hop, tu changes d'angle, Ouais, coach. oui, Pourquoi? je deviens coach. Parce qu'en plus, c'est à la mode ce mot. Tout le monde est coach. Alors, je dis, moi, c'est un mot qui est un peu lourd pour moi maintenant. Tout le monde est coach, coach aussi. Mais toi, à l'époque, je pense que c'était encore moins connu que maintenant. Mhm. Donc, tu deviens coach, Non, non? non, certainement, c'est être connu déjà, parce que c'est il Ouais, y a 3 ans. C'est il y a 3 ans, donc oui, c'est mais, relativement récent. ouais, ouais, mais bon, enfin, voilà, c'était peut-être voilà, le petit peu plus le début que nous maintenant. Moi, je suis formée à l'INA, à l'Institut de neurosciences appliquées de Paris, Mhm. avec David Lefrançois. Voilà, je suis certifiée normalement, si tout va bien, en novembre. Mhm. Mais donc, pourquoi coach? Juriste, c'était pas top pour toi? Ça vibrait plus déjà? Alors, non, ça ne me plaisait plus dans le sens où j'avais l'impression en fait, de servir de papier. D'accord. C'est-à-dire qu'un avocat ou un juriste, on l'appelle toujours quand on est dans la big merde. Pour en fait régler les situations vraiment compliquées. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment que je réglais les problèmes des autres en plus de moi. Mais pendant que je réglais les problèmes des autres, ça ne réglait pas du tout mes problèmes à moi. Je me suis dit quand même, ça fait beaucoup en termes énergétiques et tout ça, même si j'adorais ça, même si intellectuellement c'était très riche. D'aller essayer de comprendre le pourquoi du comment on avait pu en arriver là, quelles étaient les opportunités qui s'ouvraient, etc. Et j'étais bonne là-dedans. Mais au bout d'un moment, je ne me retrouve plus. Et en plus, à ce moment-là, j'ai eu des relations très difficiles avec mes 2 collègues qui partageaient mon équipe. Et je ne voulais plus avoir affaire à elle d'une manière ou d'une autre, même si je changeais de service, il n'était pas question de me retrouver à un moment donné dans le même service, s'il y en avait une des deux qui changeait, bref. Et à ce moment-là, j'ai eu envie aussi de m'occuper du handicap.
Alors, pas du tout dans la dimension s'occuper de la personne handicapée qui est embauchée dans une entreprise. Ça, il y a beaucoup de gens pour le faire et ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était en fait la dimension personne en situation de handicap, cliente d'une entreprise. C'est comment l'entreprise prend soin de ses clients, comment elle intègre des paramètres un petit peu spécifiques, comment elle fait pour répondre à des besoins spécifiques et comment elle fait, puisqu'il était donné une assurance, pour assurer en fait l'assistance. Parce qu'une personne soignante qui ne peut pas téléphoner, il faut quand même qu'elle puisse appeler son assistante. Une personne qui est en fauteuil, si on va à un taxi, elle ne peut pas rentrer dedans. Donc il faut adapter, etc. Bref, je me suis lancée dans cette mission, ça m'a passionnée, sauf que l'entreprise ne me donnait pas les moyens de faire tout ce qu'il y avait à me faire. Et à ce moment-là, je faisais du coaching pour, en fait, progresser professionnellement et puis me créer une carrière. Et mon coach, à un moment donné, m'a dit, mais pourquoi tu ne serais pas coach? Puisque tout le monde te demande en permanence des conseils, de les guider, de les accompagner, etc. Et sur le coup, je vais rayonner. Je me disais, hors de question, je n'ai pas du tout la légitimité. Et puis, lui, il me mettait sur un piédestal. Sauf qu'au bout d'un moment, à force, au bout de 2 ans, j'ai fini par me dire, mais il n'a raison. En fait, ça me fait vibrer, c'est mon truc, aider les gens, les accompagner, leur faire trouver par eux-mêmes le chemin, la solution, etc. Et donc, c'est comme ça que je me suis formée et qu'aujourd'hui, j'accompagne les personnes. Et tu as créé aussi ta fondation. Voilà, exactement. Alors, ce n'est pas une fondation, c'est ma société. D'accord, ok. Ça s'appelle Handicap Aware. D'accord. Ok. Et ça, c'est ton bébé. Un Et petit. ça, c'est mon bébé. Voilà. Enfin, en même temps, il y a 2 grands bébés qui sont adolescents. Donc, Ton je ne pas troisième. tout à fait au même Ton niveau. troisième. Ton troisième. Enfin, en fait, c'est ma vie professionnelle Oui, c'est ton qui me activité. passionne et qui... Voilà. C'est ça. Et du coup, donc, là, on te voit, moi, enfin, moi, je te vois sur des vidéos. Hein, voilà, je t'ai jamais vu en vrai en conférence, mais déjà, quand tu es en conférence, je pense que c'est vraiment un pied de nez à la vie parce que tu es à du monde. Enfin, voilà, tu t'exprimes ta voix. Moi, je dis, t'exprimes ta voix sur ta voix. Et Merci. pourtant, et pourtant, on t'avait dit, tu ne parleras jamais, tu t'exprimeras jamais, tu communiqueras jamais. Exactement. Sauf Et qu'il y a 1000 manières de communiquer. On peut communiquer par la voix, mais aussi par le corps, par l'écrit, par la musique, par la poésie. Enfin, c'est comme un peu réducteur de c'est ça. dire tu ne parleras jamais. C'est ça. Et quand on te voit ben, sur scène, on voit une femme épanouie, on voit une femme connectée à ce qui t'anime, on voit une femme de cœur. Et du coup, est-ce que, moi j'ai envie de te demander, tu nous as expliqué ton parcours, alors en peu de temps, je me doute qu'il était beaucoup plus long et beaucoup plus mêlé d'embûches que tout ce que tu nous as donné. Moi, j'ai envie de te dire à la fin, qu'est-ce que tu pourrais dire? Quel conseil un conseil comme ça, tu pourrais dire aux personnes qui vont t'écouter pour Et dire, un conseil pour pourquoi? pour justement, pour dire, ben, dites-vous aussi oui, c'est possible. Moi, je l'ai fait, mon oui, c'est possible et je le continue. Et pour ne jamais abandonner. Quel conseil, là, ceux qui vont t'écouter, tu pourrais donner qui te vient comme ça spontanément? Alors, très spontanément, je vais vous dire ce que je partage en conférence, c'est que pour faire que tout est possible, pour ne jamais abandonner, il faut de la persévérance. C'est-à-dire que vous devez avoir un objectif clair. Vous devez savoir où vous voulez aller. Vous devez avoir un désir puissant, parce que c'est très important pour vous. Et vous devez apprendre à sortir de votre zone d'habitude. Mais que si ce que vous faites,
ne fonctionne pas, ça veut dire que en fait, le chemin n'est pas là. Il faut aller chercher le bon chemin pour réussir. Donc, il faut apprendre à échouer pour trouver le bon chemin et réussir. La deuxième chose, c'est la confiance en soi. La confiance en soi est la base de la base de la base pour réussir. Mais pour avoir confiance en soi, parce qu'évidemment, pour beaucoup de gens, ce n'est pas du tout inné, il faut d'abord passer en action. Et à force de passer en action et de voir que ça marche, on finit par avoir confiance en soi. Et la troisième chose, c'est que si on n'arrive pas, malgré la persévérance, malgré la confiance en soi, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Parce que demander de l'aide, ce n'est pas du tout une preuve de faiblesse. Au contraire, c'est être capable de remettre entre les mains d'autres personnes sa propre réussite. J'ai un peu les yeux qui brillent en t'écoutant, je le savais. Je disais, tiens, c'est bizarre, c'est pas encore arrivé. Donc voilà, ça y est, on y est. Écoutez, je pense que Virginie, elle vous a donné, c'est plus que 3 petits conseils, c'est 3 magnifiques conseils et qui va, je suis sûre, vous impacter, c'est obligé. Virginie, comment te dire merci? Je ne sais pas, mais en tout cas, 1000 gratitudes d'avoir été là ce matin pour cet enregistrement qui a été périlleux, avouons-le, hein, voilà. Et moi, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Prends soin de toi et des tiens. Continue à nous inspirer parce que c'est juste énorme ce que tu fais. C'est magnifique. On se retrouve, nous, pour une nouvelle interview, on ne sait pas, belle invitée. À très bientôt. Salut Virginie. Merci. À très bientôt, Kevin.